Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Tout va pour le mieux en ce moment pour notre chef suprême Emmanuel Macron. Il n'a absolument pas été sifflé lors de la finale du top 14 au Stade de France. Il s'est même donné une image cool en vidant en direct à la télévision une bière cul sec dans le vestiaire du Stade Toulousain. Et surtout, l'un de ses plus fidèles serviteurs, Richard Ferrand, a appelé à demi-mot à ce qu'il puisse se représenter en 2027 dans un entretien donné dimanche au Figaro. Pour être plus précis, il a regretté que la Constitution ne limite pas les mandats présidentiels à deux successifs. Les mandats présidentiels à deux successifs, ce qui briderait, selon lui, je cite, la libre expression de la souveraineté populaire. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors, pour en discuter ce matin, nous sommes avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, ancien directeur de la communication du CNRS et de l'INSERM. Vous êtes auteur notamment de Comment sont morts les politiques, Le grand malaise du pouvoir aux éditions du CERF et dernièrement de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF également. Alors, je voulais d'abord revenir avec vous avant d'aborder cette question de Richard Ferrand et des mandats, du troisième mandat présidentiel éventuel d'Emmanuel Macron, sur cette séquence du Stade de France. Puisque donc Emmanuel Macron, contrairement à ce que j'ai dit dans cette introduction très macroniste, a été sifflé au Stade de France. Et il a monté la sonorisation, ils ont monté la sonorisation du stade pour éviter d'entendre ce brouhaha dans la télévision. Il a vidé cette bière Corona cul sec. Comment est-ce que vous réagissez à cette séquence ? On sait que ça a été un petit peu partagé entre ceux qui disent qu'effectivement c'est pas la place d'un président de boire une bière dans un cul sec comme ça, de se mettre en scène en tout cas à la télévision, et puis ceux qui disent relaxez-vous, il a le droit de faire ça pour détendre justement l'atmosphère. Si vous voulez, sur cette séquence-là, on a vu d'autres présidents de la République en train de boire des bières lors de manifestations. Donc, je vais dire que le problème avec la communication d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle nous pousse à le commenter. Mais c'est une communication de diversion, vous savez. Donc, on commande sa communication, mais on ne parle pas de l'essentiel. Et donc, nous tombons d'une certaine façon dans le piège, qui est la fonctionnalité même de cette stratégie de communication et d'expression. Donc, je crois qu'il faudrait peut-être à un moment donné, justement, éviter de trop commenter ces images, qui sont bien évidemment explicitement créé artificiellement par l'entourage du président de la République pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron, sur son inaptitude aujourd'hui à essayer de vouloir bâtir les bases d'une démocratie qui soit plus en rapport avec les attentes de notre époque et de notre temps. Je crois que c'est ça l'essentiel. Encore une fois, ces images, ces vignettes font partie aujourd'hui, j'allais dire, presque de la geste macronienne depuis 2016 même, depuis le moment où il a été candidat à l'élection présidentielle. L'imagination macroniste est toute de communication et vise finalement à semer des petits cailloux qui vont infuser chez les éditorialistes, qui vont commenter ces images pendant de longues séquences télévisées ou éditoriales. Je crois qu'un jour ou l'autre, il faudra vraiment se poser la question sur cette stratégie-là. Moi, il y a quelques années, j'avais écrit un ouvrage qui s'appelle « Coup de com' permanent ». C'était en 2018, et où j'explicitais que tout cela était d'une certaine manière totalement volontaire pour, encore une fois, faire diversion. Effectivement, alors ce qui pose le plus problème, c'est effectivement, vous avez raison, pas moins la séquence en elle-même que la stratégie d'Emmanuel Macron de chaque fois finalement créer une sorte de polémique artificielle pour éviter qu'on parle de son pouvoir. Alors je propose qu'on parle effectivement de la pratique de son pouvoir, puisque il y a une chose qui n'est pas forcément, qui ne peut pas être remise en question, c'est que les exigences, en tout cas majoritaires dans ce pays, notamment depuis les Gilets jaunes, sont une pratique du pouvoir plus transparente, plus partagée également, avec un petit peu plus de pouvoir pour les citoyens. Et en fait, là où les exigences populaires sont justement plus d'horizontalité dans la pratique du pouvoir, c'est finalement avec le mandat d'Emmanuel Macron tout l'inverse qui se joue, avec notamment, même avec une majorité relative à l'Assemblée, une pratique toujours plus, on va dire, radicale et verticale du pouvoir.
Oui, alors ce qui est vrai, ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait Emmanuel Macron se veut d'une certaine manière, si ce n'est centriste, au moins central, mais il exprime une forme politique qui est plutôt celle du centrisme. Et le centrisme nous avait plutôt habitués à la modération, au contre-pouvoir, à la nuance. Et avec Emmanuel Macron, on est confronté à un centrisme qui est un centrisme vertical, comme vous l'avez dit, autoritaire, voire autocratique parfois, est profondément illibéral, c'est-à-dire que ce qu'il prétend dénoncer, lui-même le porte, j'allais dire, non seulement en germe, mais en pratique dans son exercice du pouvoir. Emmanuel Macron n'aime pas la démocratie directe, il n'aime pas les contre-pouvoirs, il n'aime pas la démocratie sociale, et il aime de moins en moins la démocratie parlementaire à partir du moment où le Parlement n'est pas totalement à sa botte. Donc, et évidemment, ça infuse, si vous voulez, ensuite un message, mais qui est un message qui est porté depuis un certain nombre d'années par une partie des élites. Vous savez, depuis 2005, depuis que les Français ont dit non au traité constitutionnel, les élites sont totalement traumatisées par le fait que le peuple puisse s'exprimer dans la plénitude de sa souveraineté. Et alors vous avez très souvent un certain nombre de politiques, de leaders d'opinion, d'éditorialistes qui nous disent non mais vous comprenez, recourir au référendum aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que de toute façon le peuple n'est pas en mesure de trancher, ou s'il tranche, de toute façon il va dire non à un certain nombre de mesures qui sont absolument nécessaires et qui sont surtout nécessaires au regard de l'intérêt général. Alors d'abord, l'intérêt général, c'est leur intérêt propre, la plupart du temps. Donc c'est eux qui le définissent. Et il faudrait bien évidemment considérer que cette définition de l'intérêt général opère comme une révélation à laquelle nous devrions nous soumettre. Sauf qu'en démocratie, ça ne se passe pas comme ça. En démocratie, il y a un principe de base. On peut le prendre, j'allais dire, par tous les bouts. C'est un principe de base, c'est ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Vous savez, le général de Gaulle écrit quelque part que la démocratie, que la démocratie est indissociable de la souveraineté nationale. Et quand on regarde finalement la façon dont les constituants de la Ve République ont pensé nos institutions, ont toujours comporté des portes de sortie lorsqu'il y a une crise de légitimité. Ça peut être bien évidemment la démocratie parlementaire, mais ça peut être aussi la démocratie directe. L'outil de la démocratie directe existe par le référendum, sauf que Emmanuel Macron appartient à ce courant politique qui aujourd'hui ne veut plus entendre parler de l'expression de la souveraineté populaire, si ce n'est lorsqu'il dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Oui, et donc effectivement, on a toujours ces arguments, ça pourrait donner lieu au retour de la peine de mort. Enfin, on connaît effectivement tous les poncifs qui sont égrenés dans la presse, mais je voulais aussi revenir avec vous sur analyser cette proposition de Richard Ferrand, puisque le fait est que c'est aussi une manière d'avouer un échec, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a créé un courant qui s'appelle le macronisme, qui n'existe que par lui-même, et finalement aussi ça peut être vu cette demande d'un troisième mandat consécutif comme une sorte d'aveu d'échec, puisque il n'y a finalement personne dans la sphère macronienne capable d'endosser l'après Emmanuel Macron, quoi. On sait que Gérald Darmanin, Bruno Le Maire préparent d'une certaine manière l'élection présidentielle de 2027, Édouard Philippe également, mais aucun ne semble être en mesure de prendre la relève d'Emmanuel Macron, puisqu'il est tellement détesté que personne ne peut endosser finalement ce rôle. Alors bon, d'abord, M. Ferrand avait été renvoyé à ses chères études lors des dernières élections législatives, et le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis un an, il n'a pas appris la modestie et l'humilité. Clairement, on peut se poser la question de savoir si cette déclaration constitue un ballon sonde, une initiative personnelle, ou une maladresse. C'est un ballon sonde, on peut difficilement concevoir que cette déclaration n'ait pas été d'une certaine manière validée par le président de la République avant que Richard Ferrand s'exprime. Soit il s'agit d'une maladresse, ce qui peut toujours être une hypothèse,
Mais en tout cas, et en tout état de cause, c'est une déclaration qui, me semble-t-il, signifie bien aujourd'hui ce que constitue le macronisme, c'est-à-dire un pouvoir décomplexé dans son exercice du pouvoir, et surtout un pouvoir qui considère que, nonobstant l'état de l'opinion publique, qui aujourd'hui est plutôt une opinion publique qui voudrait reparlementariser d'une certaine manière le régime et le déprésidentialiser. Alors à tort ou à raison, peu importe, mais c'est la réalité. Quand on regarde en tout cas les études d'opinion et notamment le regard que l'opinion publique porte sur la réforme des retraites, on a un pouvoir qui semble se fermer toujours plus sur lui-même dans à la fois sa pratique et son expression. Et Richard Ferrand, qui est un notable, comme on en a eu, j'allais dire, des centaines et des centaines sous nos différentes républiques, il est, j'allais dire, l'expression de cette idéologie-là. Et il vise vraisemblablement, peut-être aussi, dans une course potentielle à Matignon, puisqu'il fait partie des noms qui sont susurrés, pourrait succéder éventuellement à Madame Borne, à se positionner dans un exercice de communication qui vise à montrer qu'il est aujourd'hui tout entier dédié à l'efficacité de l'action macroniste. Effectivement, on peut aussi se questionner cette capacité d'Emmanuel Macron à attirer toujours les gens qui ont été condamnés pour corruption, en tout cas, et puis qui se donnent frais et dispo pour cette succession à Madame Elisabeth Borne. Et c'est là-dessus aussi que je voudrais revenir, puisque effectivement, ce Richard Ferrand n'a pas été condamné. Ah, il n'a pas été condamné, pardon. N'a pas été condamné. Son procès est encore en cours. Il faut le rappeler, il a bénéficié d'un non-lieu. Vous faites bien de le rappeler, pardon. Donc, je voulais revenir aussi avec vous sur cette question du remaniement qui se fait de plus en plus prégnante, mais on se demande quand même si effectivement ce remaniement, et même éventuellement, alors c'est un peu moins présent dans l'actualité aujourd'hui, mais une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale pourrait suffire à résoudre en fait cette crise démocratique qui a lieu depuis quand même les élections depuis un an, ou les élections législatives, puisque on a l'impression qu'Emmanuel Macron a tellement cristallisé les haines et les tensions du peuple que même un remaniement, une dissolution ne pourrait pas suffire finalement à résorber cette crise. Alors comment est-ce que vous voyez l'issue de cette crise démocratique qui a lieu depuis un an, où effectivement on a donné à Emmanuel Macron une majorité relative et il continue de se comporter comme s'il avait une majorité absolue? Alors, si vous voulez, moi je nuancerai. La crise démocratique, elle ne date pas d'Emmanuel Macron. Elle est très ancienne. Il y a des racines profondes. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy décide de s'asseoir sur le vote des Français en 2005, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il accentue la crise démocratique. Il lui donne un coup de boost extraordinaire. Je voulais préciser qu'Emmanuel Macron ne fait rien pour résorber cette crise pour le moment. C'est surtout ça. Alors oui, non, mais je dis, il y a une responsabilité aussi de la droite au pouvoir, oui, bien sûr, dans la façon dont la crise aujourd'hui s'est amplifiée. Mais bon, Emmanuel Macron, en effet, aujourd'hui, c'est, j'allais dire, le produit d'une très lente crise. Oui, alors, vous avez raison de dire que quand on regarde la situation politique, un rapport de force constant, on ne voit pas d'issue. C'est-à-dire que le changement de Premier ministre, très franchement, sans une recomposition politique, n'a pas beaucoup de sens. Le changement de Premier ministre dans le cadre d'une recomposition politique, c'est-à-dire pour aller très vite, une alliance ou un compromis avec une partie de la droite, me paraît un exercice très risqué parce que, in fine, aujourd'hui, de larges segments de l'opinion publique, vous verrez dans cette alliance un arrangement entre des partis de gouvernement qui se sont succédés depuis des années et des années et qui ont toujours mené des politiques identiques, enfin en tout cas assez proches. Une dissolution risquerait d'accroître finalement l'impossibilité de l'équation parlementaire. Donc, j'allais dire, les sorties de crise à brève échéance sont assez étroites, en l'occurrence. Moi, ce que je pense, c'est que, par contre, en effet, à un moment donné, le retour au peuple est le meilleur moyen de peut-être essayer de purger une crise, et que dans cette hypothèse,
la dissolution, quand bien même on voit bien les difficultés qu'elle comporte pour dégager une nouvelle majorité, une majorité qui serait une majorité, si ce n'est absolue, mais en tout cas un peu plus forte que celle dont dispose Emmanuel Macron. Alors après, il reste à savoir qui serait majoritaire. Et peut-être finalement l'issue la plus efficiente pour au moins, en tout cas, absorber une partie de cette crise à court terme. La vérité, c'est que ce n'est pas par une tactique politique, quand bien même reposerait-elle sur l'usage des institutions, que l'on va sortir de l'immense crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui projetés. Le problème, c'est la souveraineté, c'est que nous avons des politiques qui, depuis des années et des années, ont abandonné la souveraineté. Et à partir du moment où vous abandonnez la souveraineté, vous abandonnez votre pouvoir et vous n'êtes plus qu'un rouage d'adaptation à des processus de globalisation qui sont des processus de globalisation dont l'agenda est dicté par un certain nombre de groupes d'acteurs qui sont des groupes d'acteurs économiques, techniques, internationaux, supranationaux, qui visent à imposer leur propre agenda. Donc la difficulté, c'est qu'il faut que les politiques reprennent le pouvoir. Ils l'ont perdu et qu'ils ne soient plus les courtiers, comme l'est un peu Emmanuel Macron et comme l'ont été un certain nombre de ses prédécesseurs, d'ordres qui sont donnés ailleurs qu'au niveau de l'État-nation. Vous faites bien de préciser effectivement, Arnaud Benedetti, que le sujet essentiel, ça reste de pouvoir reprendre la mainmise sur nos actions politiques, industrielles. Enfin, il y a énormément de dossiers sur lesquels effectivement la France, malgré les mécontentements du peuple, et régalienne, n'a plus la mainmise tout simplement. Et donc c'est aussi ce qui cristallise les tensions du peuple. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti. On suivra évidemment avec vous cette évolution de cette crise qui touche notre pays. Je rappelle quand même que vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, ancien directeur de la communication du CNRS et de l'INSERM. Et puis je vous renvoie notamment les auditeurs à 2 de vos livres, Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir aux éditions du CERF, et dernièrement le livre Le chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF également. Merci à vous.